Mardi dernier, le gouvernement a été devant les députés à l'Assemblée nationale. Pourquoi faire? Pour répondre aux questions concernant la gestion des fonds Covid 2020. Voilà. Et ce qui s'est passé la dernière fois à l'Assemblée nationale, vraiment, tout le monde... voilà. Bon, dans tous les cas, moi, cette scène-là ne m'a fait ni froid ni chaud. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens d'apprendre à connaître ceux avec qui on vit. Quand je suis dans une maison à location avec quelqu'un, je dois apprendre à le connaître. Si on me dit que celui-là avec qui je vis à la maison est sorcier, lorsqu'on va dire que dans le quartier, un sorcier a pris un enfant, je ne vais pas me déranger, et que le sorcier se retrouve dans ma maison, je ne vais pas me déranger parce que j'ai déjà appris à connaître la personne que c'est une sorcière. Et lorsque je vis dans un quartier, on me dit il y a des voleurs dans ce secteur-là. Et lorsqu'on va voler et on me dit que les voleurs se trouvent dans mon quartier, je ne vais pas me déranger parce que j'ai déjà appris à connaître ces voleurs, à vivre avec eux tranquillement. Et donc quand tous les Togolais vont apprendre à connaître ceux avec qui on vit, je crois qu'on serait beaucoup plus tranquille. Je le dis parce que si vous ne faites pas attention, vous allez faire l'AVC et vous allez mourir. Et le jour même, on va vous dire que la raison pour laquelle vous êtes mort et que ceux qui ont créé ça et qui a fait que vous êtes mort, le jour où on va vous dire qu'ils ont fait pire que ça, je ne sais pas comment vous allez vous retrouver, vous allez vous sentir dans votre tombeau. Et donc moi j'ai appris déjà à connaître ceux qui nous gouvernent et puis moi je suis tranquille. Donc toute la scène, tout le théâtre qui a été fait la dernière fois à l'Assemblée nationale ne m'a rien dit du tout. Sauf que je me suis posé la question de savoir comment est-ce que on peut, moi-même je peux mettre, on peut mettre une institution en place, une institution constitutionnelle, une institution en place, et moi-même je vais déjuger cette institution-là devant les gens. Quelle crédibilité je donne à cette institution? C'est ça seul qui me dérange. Et puis je me dis, tout ce que des gens, tout le cours qu'on a fait, cours numérique qu'on a fait déjà la dernière fois à l'Assemblée nationale, tout le développement que des gens ont fait, et qui n'ont pas quand même arrivé, ils ne sont même pas arrivés quand même à démontrer efficacement que véritablement ils n'en ont pour rien ou n'en sont pour rien. Je me dis, si eux-mêmes arrivés à la maison, ils ont la conscience tranquille, ils peuvent dormir tranquillement, sans gêne, et s'ils peuvent quand même se mettre à table avec leurs enfants et causer, leur donner de l'amour, tranquillement, moi ça ne me dérange pas. Mais je me dis que ce qui est sûr est qu'on est fort, mais on n'est pas toujours fort. On est fort aujourd'hui, mais demain on ne peut pas être fort. Et donc, si des gens pouvaient quand même penser comme ça, que on nous a donné la gestion de tout un peuple et que je peux en faire tout ce que je veux et je peux même me permettre d'interdire à ces gens-là de parler ou de dire quelque chose sur la chose et que, bon, je peux me dire que je peux être toujours fort, tant mieux. Et donc moi, je ne m'inquiète pas, je ne me dérange pas, je me dis seulement, allons-y. Allons-y tout seulement. Allons-y seulement. Allons-y seulement. Ça me rappelle un slogan. De quelqu'un. Allons-y seulement, tranquillement. On verra. Demain, nous dira mieux. Oui. Ouais. Voilà. Oui, Ferdinand. Finalement, bon, en tout temps, on nous a dit que ce sont les Togolais, c'est nous qui n'avons pas bien lu le rapport. Aujourd'hui, on nous interdit maintenant d'en parler. Bon, nous, on a le ministère de la parole, hein. On va parler. Ça, c'est pas un souci. Mais je pense que personne n'est étonné de tout ce cirque-là qu'on organise devant nous. Le gouvernement qui a été globalement indexé dans ce rapport-là est tellement agité et on est bien en droit de se poser la question de savoir pourquoi ils sont tant agités, pourquoi ils sont pressés d'aller se justifier devant l'Assemblée qui n'était même pas encore en session. Ils ont convoqué une session extraordinaire, ils ont demandé à l'Assemblée de convoquer une session extraordinaire pour venir nous dire tout ce qu'ils ont dit là.
pour ne convaincre personne, parce que ce n'est pas cet exercice qui va convaincre les Togolais que l'argent n'a pas été détourné, que les fonds n'ont pas été détournés. Nous tous, nous avons bien lu le rapport de la Cour des comptes, et vous savez très bien que moi je ne suis pas étonné, parce que dans ce pays, pendant au moins une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, le Togo était le seul dernier pays de l'UEMOA à avoir refusé de mettre en place la Cour des comptes. Le Togo ne voulait pas. Au point qu'à un moment donné, ils étaient privés de certains financements de l'UEMOA. Et c'est après, pour se conformer, qu'ils ont mis la Cour des comptes en place. Alors, cette Cour des comptes-là, que nous, toi et moi, nous avons rencontré dans certains dossiers. Des gens qui sont là-bas, ils ont l'âge des sénateurs. C'est des gens, des professeurs de droit, des experts comptables, des financiers, des gens quand même d'un certain âge, qui sont généralement effacés, mais qui essayent quand même de donner un certain contenu à cette institution-là. C'est vrai que la loi organique qui crée la Cour des comptes a défini le champ d'intervention de la Cour des comptes, si vous lisez cette loi-là, et vous pouvez poser la question de savoir pourquoi la Cour des comptes, par exemple, malgré cette loi-là, n'arrive jamais à auditer les grands services de l'État, par exemple le port, la SNPT, la Lonato, l'UTB la BTCI qu'on a vendu et tout ça. Bon, c'est parce que ils sont coincés dans leur travail. Et s'ils sont arrivés à auditer les fonds Covid, c'est les partenaires qui l'ont demandé. C'est parce que le gouvernement dit, en disant c'est par souci de transparence, c'est nous qui avons dit. Non, c'est pas le gouvernement qui l'a dit. C'est dans la convention de dons et de prêts. C'est écrit dans le rapport, page 62, la première lettre de mission que le premier responsable a envoyé pour enclencher la procédure d'audit. Il est bien dit dedans que c'est conformément à la convention de prêt et aux exigences des bailleurs. Donc c'est la BAD qui a demandé l'audit. Maintenant que l'audit est sorti, nous essayons de camoufler les tristes réalités qui ont été révélées dans cet audit-là. Et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau pour nous qui observons la manière dont le pouvoir exécutif non seulement caporalise les autres institutions. On sait par exemple plus ou moins que la justice aujourd'hui, elle est totalement sous les bottes de l'exécutif. On sait que l'Assemblée nationale, c'est une chambre d'enregistrement. Vous avez vu le comportement des députés lors du passage du gouvernement, des députés qui sont tellement... C'est vrai qu'ils sont de la même tendance, c'est une assemblée monocolore, mais... non, même si l'Assemblée est monocolore, il y a des choses que normalement quand on est député, on devait quand même demander. Vous avez vu tous ces députés qui étaient tous enthousiastes devant les ministres. Et ils l'ont même félicité. Oui, donc il y a l'Assemblée nationale qui est carrément caporalisée, et on s'évertue à fragiliser les autres institutions qui, tant soit peu, essayent d'accomplir leur mission. Rappelez-vous l'épisode de la CNDH avec Kofi Kounte dans l'affaire de Pachanya Singbe et de la question de la torture. La CNDH a fait un travail assez remarquable. À la fin, a conclu qu'il y a eu effectivement torture. À partir du moment où il y a eu torture, il y a un problème. On ne pouvait pas juger les gens parce qu'on a torturé les gens pour avoir des aveux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Debache, personne n'a, comme il sait le faire, a charcuté. Non seulement ils ont demandé au président de la CNDH à l'époque de changer le rapport, lui l'a refusé. Debache a charcuté le rapport de la CNDH, et le président de la CNDH, pour sauver sa vie, a pris ses jambes au cou et s'est retrouvé avec sa famille en Europe. Ça c'est un. De deux, lorsqu'il y a eu l'histoire du Petrolgate et que le tollé que ce dossier a provoqué dans ce pays, et dont nous sommes toujours poursuivis devant les tribunaux jusqu'à ce jour, on a demandé un audit à l'inspection générale des finances. Lorsque le rapport provisoire de l'inspection générale des finances a fuité et qui était aussi accablant par rapport aux prévaricateurs, il y a des ministres qui sont allés sur les médias, notamment l'un des ministres qui parle encore pour dire que l'inspection générale des finances est sortie du cadre du travail qu'on lui a demandé, et qu'on ne lui a pas demandé un audit, on lui a juste demandé de collecter un certain nombre de données. Et pourtant, la lettre de mission qui a demandé l'audit était là, nous l'avons publiée. Ils ont dit non. Donc, ils ont fragilisé
l'inspection générale des finances. L'inspecteur principal même a été menacé. On est parti même écrit sur sa maison que c'est lui qui fait ça, on va casser sa maison quelque part à Kégué. Donc depuis, cette inspection aussi s'est tue. Et maintenant, c'est la Cour des comptes qu'on essaye de jeter en pâture. Il y avait également le cas de la Aplusia. Aplusia, voilà. Aplusia, et voilà. Personne ne nous dit aujourd'hui pourquoi on a changé Aplusia. Pourquoi on a sauté juste le président. Il y a des gens, il y a des bruits qui courent qu'il avait un dossier qui voulait, voilà, qu'on n'a pas voulu que le dossier la passe, on l'a sauté, parce que c'est quand même curieux qu'on le saute lui seul. Alors qu'ils avaient tous le même mandat, on devait changer quand même toute l'équipe. Et donc, maintenant, c'est la Cour des comptes qu'on essaye de fragiliser. La Cour des comptes, qui est une institution constitutionnelle, indépendante. La loi organique le dit, qu'on essaye de caporaliser. On avait déjà caporalisé la HAC. Parce que la HAC, on dit, bon, il faut couper la tête à tel journaliste, il faut fermer tel journal, on le fait tout de suite. Et donc, là, maintenant, c'est la Cour des comptes qu'on essaye de fragiliser, ou bien qu'on fragilise à travers l'exercice que le gouvernement est en train de faire. Bref, ce n'est rien de nouveau. Ce n'est rien de nouveau. Nous sommes habitués à ce cirque-là. L'objectif final, c'est de protéger les gens qui ont pris des libertés avec l'argent public. Donc, c'est l'impunité qui est garantie pour ces gens-là. Et il ne faut pas que les Togolais pensent que ça va être autrement. Ceux qui sont allés à l'Assemblée, ceux qui sont à l'Assemblée aussi, ce sont des branches et des arbres de la même écorce. Donc, ce n'est pas des gens qui vont venir se livrer en public en disant oui, voilà, effectivement, on a pris l'argent ici. Toutes les gymnastiques et les raisons qu'on tentait de donner là n'ont convaincu personne. Donc, vous allez voir que dans le rapport, il a été dit, il y a aussi un courrier en annexe dans le rapport qui dit, lorsque le rapport provisoire était prêt, la Cour des comptes a adressé ce rapport-là au ministre des Finances pour lui demander ses observations. Le ministre des Finances n'a jamais envoyé d'observations, mais c'était lui qui était devant là pour raconter des choses qui sortent de l'entendement. Donc vous voyez bien comment notre pays fonctionne et c'est bien dommage. Donc aujourd'hui on peut dire circuler, il n'y a rien, voilà quoi. Donc voilà. Merci. Moi je crois que l'Assemblée nationale était dans son rôle, puisque l'Assemblée nationale a toujours dit, et ceux qui étaient à la tête de cette institution ont toujours dit qu'ils accompagnent le gouvernement, ils ne contrôlent pas les actions du gouvernement. Ils l'ont toujours dit ouvertement. Et donc, si tel est le cas, je ne vois pas pourquoi est-ce que les Togolais vont être frustrés par rapport à toute la scène, à tout le folklore qui s'est passé la dernière fois devant ceux qui se disent représentants même du peuple. Moi, je suis tranquille. Je ne me dérange pas du tout parce que je sais que c'est comme ça que ça va se passer et j'ai applaudi même que ça s'est passé comme je le pensais. Donc nous sommes dans ce pays, la route Lomé-Vaughan-Enfoin, ça fait 15 ans que cette route-là dure. Et avec 3 entreprises différentes qui sont en train, et on n'a même pas fini cette route-là jusqu'à ce jour. Donc cela veut dire qu'on a cherché l'argent 3 fois pour cette même route, pour la seule route là. Et on est en train de la construire pendant 15 ans, 3 mandats présidentiels. Vous voyez, c'est curieux. Maintenant, on a parlé de... Mais Vaughan, ça fait combien de kilomètres? 54 52 kilomètres. Une route de 52 kilomètres qu'on est en train de construire pendant 3 mandats présidentiels. Et c'est curieux. Et avec 3 différentes entreprises. Et c'est maintenant qu'on est en train de faire la fiche. Il faut même aller voir l'état de la route. La route est déjà dégradée. Oui, bien sûr. Elle n'est pas encore terminée, mais c'est déjà dégradé. Mais c'est déjà dégradé. Vous prenez la route à Lomé, à Néron. Vous allez voir toutes les gymnastiques qui se font sur la route là. Depuis qu'on a commencé là-bas, c'est un jonglage. Un jonglage qu'on est en train de faire. Ils sont en train de jongler. C'est curieux. En tout temps, une partie du budget a disparu. Tout à fait. Et c'est dans ce pays-là même que on va parler de détournement de l'argent de la CAN 2010, 2013, 2017. Oui. Et bizarrement, ou je ne sais pas, malheureusement, on a appelé des gens pour la route Lomé-Vaughan-Enfoin de venir se justifier devant l'Assemblée nationale.
le ministre était allé tranquillement dire que l'homme propose, Dieu dispose. Rappelez-vous, effectivement, ça c'est intéressant que tu soulèves cette question-là. Ils ont fait le même exercice sur la question de la route Lomé-Vaughan. Ils sont allés dire qu'une partie de l'argent a été utilisée par l'entreprise pour acheter du matériel. La question est de savoir, avant de donner la route à l'entreprise, on n'avait pas vérifié si l'entreprise avait du matériel ou pas. Alors cette entreprise avait du matériel. On a fait un appel d'offres dans le temps. C'est ce que le ministre a dit. Et ce ministre sur la coule douce, tranquille. Il joue au tennis chaque matin. Personne ne lui dit rien. En plus, c'était beaucoup d'exemples. On a donné l'argent pour la mutation de la télévision nationale en numérique. L'argent là a disparu. Personne ne dit rien. 29 milliards. Personne n'a rien dit jusqu'à ce jour. Et il y a encore tous ces crimes économiques qui sont là et qui peut-être, je ne sais pas, personne ne dit rien. Ce n'est pas l'argent de la Cour, ce n'est pas le rapport de la Cour des comptes qui va quand même changer des gens. Donc c'est pour ça que je dis que les Togolais, lorsqu'ils vont continuer par... C'est vrai que le débat continue dans tous les secteurs, dans tous les quartiers, le débat continue. Mais des gens s'énervent. Moi, je me dis qu'ils vont faire la crise, la WC. Et là, ceux-là même vont les enterrer. Heureusement qu'il n'y a plus Covid pour qu'on dise qu'ils sont morts de Covid. Et bon, ils vont mourir pour rien du tout. Et ce que les gens-là vont faire encore plus demain, ce qu'ils vont faire demain serait plus grave que la raison pour laquelle ils sont entrés ou ils sont morts aujourd'hui. Donc moi je dis que les Togolais se tranquillisent et je le répète, on est fort mais on n'est toujours pas fort. On peut être fort aujourd'hui, demain on ne peut pas. Blé Goudé l'avait dit. Blé Goudé avait sorti, je ne sais pas si c'est un vers, j'ai lu, il a dit clairement qu'on n'est pas toujours fort, que lui, Blé Goudé, il a attendu 12 mois pour avoir son passeport, alors que par un clic, à moins d'un jour, il a son passeport, et que lui, il a connu la prison, il a même dormi à même le sol, il a dormi à lui-même à la prison, et qu'il a même donné, je n'ai pas tout le texte en tête, mais je vais demander aux gens, ou ceux qui se disent aujourd'hui assez forts, d'aller le lire. Et même, il y a des gens qui se disent forts dans ce pays. Mais aujourd'hui, je ne suis pas ceux qui sont encore forts. Là où ils se retrouvent actuellement, là, je ne suis pas ceux qui sont encore, ils vont se dire, là où ils se trouvent là, s'ils sont encore forts. Et donc, il faudrait que des gens pensent à ça, surtout pensent à demain. On a donné la gestion de la chose publique à vous. Ça ne vous appartient pas. Mais gérez comme cela se doit. Faites les comptes à ceux-là qui vous ont donné ce pouvoir-là et ne leur interdisez pas de ne pas en parler. Vous tapez quelqu'un qui pleure, vous lui dites de ne pas pleurer. Alors que vous l'avez tapé. Quand on tape quelqu'un, si ça fait mal, on pleure. Vous savez gérer mal quelque chose qui est public. Et vous demandez aux gens de ne pas en parler. Pourquoi? Moi, je n'en parle pas. Je suis tranquille. Allons-y seulement. Demain nous dira. En tout cas, ils disent qu'ils n'ont pas géré mal, c'est vous qui ne comprenez pas. Et ce qui est curieux, et ce qui est pathétique depuis quelques jours, c'est des sorties des membres du gouvernement qui tentent à accuser la presse de faire du sensationnel, ou à accuser même la Cour des comptes en disant que la méthodologie... Ce sont des arguments qui sont en train d'avancer. La Cour des comptes n'a pas respecté la méthodologie, et donc la presse et la Cour des comptes sont devenus les boucs émissaires du gouvernement. Comme si c'est nous, les journalistes, qui avions inventé le rapport, si c'est nous qui avions dit dans le rapport qu'on a commandé ci, qu'on a commandé ça, comme si c'est nous qui avons dit dans le rapport que des gens n'ont pas de quitus fiscal et qu'il y a des sociétés même qui n'ont pas d'enregistrement, qu'on leur a donné des marchés gré à gré. Mais des gens n'ont pas donné des pièces comptables. Les gens n'ont pas donné des pièces comptables. Comme si c'est nous qui avions dit tout ça. Donc, on menace même les journalistes de poursuite pour diffamation. Que oui. Non, mais non, on ne va pas se taire quand même. On ne va pas se taire. Ces agitations ne vont pas nous amener à se taire. Nous allons continuer quand même par... c'est pas épiloguer sur ce rapport-là pour que au moins les gouvernants comprennent que quand vous gérez la chose publique, il faut rendre compte. Surtout que nous sommes dans le domaine médical. C'est ça même qui fait encore plus mal. Si... Au terme de la gestion de cette affaire de Covid, on en est sorti avec la construction d'un nouvel hôpital. On a doté les centres de santé de scanners. On a acheté des ambulances qu'on a distribuées aux 5 régions. On a relevé les blocs techniques dans les hôpitaux. Mais personne ne dira rien.
On va dire, mais bon, quand même, l'argent que vous avez mobilisé, au moins ça sert à quelque chose. Aujourd'hui, vous allez au CHU Sylvanus Olympio, vous voyez les femmes qui sont encore dans la maternité par terre. Vous avez les gens qui sont aux urgences, qui ont des difficultés à se faire soigner. Vous avez des gens qui sont dans certains services, il n'y a pas de prise en charge. Donc, nous sommes dans notre droit le plus absolu de demander au gouvernement des comptes et d'en parler, parce que la santé, c'est un droit. Donc, moi, je ne comprends pas. C'est vrai qu'eux, ils ont les moyens de prendre le premier avion pour aller se faire soigner, d'aller dans les cliniques et tout. Mais ce qu'ils oublient, c'est que l'urgence ne prend pas l'avion. Quand c'est urgent, c'est déjà tard. Et on a vu des gens mourir ici parce que c'était déjà tard. Donc, nous ne pouvons pas nous taire et les laisser faire. Donc, leurs intimidations, là, on ne va pas céder à ça. Donc, si quelqu'un veut nous poursuivre pour diffamation, libre à eux de nous poursuivre. Mais nous allons continuer par parler de ce rapport-là, jusqu'à ce que les gens ne comprennent que pour au moins une fois, il faut rendre compte. Surtout que le rapport 2021 et 2022 sont en attente. Et on se pose la question, je ne pense pas les sénateurs de la Cour des comptes, ils sont traumatisés là. Je ne suis pas sûr qu'ils vont avoir le courage encore de continuer. Ils sont aussi en fin de mandat. Je pense qu'ils vont rapidement les balayer, mettre des gars, leur propre gars là-bas. Et c'est terrible. Et ça ne donne pas quand même... ce n'est pas honorable pour le pays. Et je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce qu'eux-mêmes, ils disent que par magnanimité du chef de l'État, par transparence, le chef de l'État a commandé le rapport. Si c'était le cas, votre patron a commandé un rapport. Il a demandé aux experts de faire le rapport, si c'était le cas. Maintenant que le produit qu'on a donné à votre patron, vous arrivez maintenant, vous dites que ce qu'on a fait là, ce n'est pas bon. Alors que c'est votre... Où est-ce que vous mettez maintenant votre patron? Mais qu'est-ce que le patron même dit? Il va dire quoi? Il ne parle pas. Le patron dit qu'il ne parle pas. Donc depuis là, j'attends cette action. Peut-être qu'il va faire quelque chose. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou c'est demain, mais on attend. Puisque des gens ont dit également dans ce pays que lui, il est concret. Il ne parle pas, il fait des actions. Il pose la date. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lui-même avait dit qu'il ne parle pas et il pose des actes. Donc j'attends ces actes. Peut-être qu'on va l'applaudir après avoir posé ces actes. Puisque c'est le souhait de tous les Togolais aujourd'hui. Beaucoup ont demandé qu'on remplace, qu'on fasse le remaniement. Donc, beaucoup ont demandé qu'on remplace carrément. Non, même Jérôme, c'est des solutions cosmétiques. Ce n'est pas une question de remaniement ou de dire que tu as bouffé l'argent, va rester à la maison, te sors du gouvernement et tu bouffes le reste tranquillement, comme ceux qui ont bouffé l'argent de Lomé, la route Lomé-Vogan-Enfouin et qui sont tranquilles à la maison en train de profiter de la fortune publique. Et quand moi j'entends des gens dire sur les réseaux sociaux et dans certains journaux, il faut remanier. Mais remanier, c'est aussi accorder l'impunité aux gens. Bien sûr. Il faut décharger non seulement les gens de leurs fonctions, mais il faut les mettre devant la justice. Moi, je suis même arrivé à donner... cette histoire de remaniement qu'on essaie d'injecter dans la population, c'est une fausse solution. En réalité, vous savez, dans le système comme les nôtres, le chef a besoin que tous ses collaborateurs se salissent pour les tenir. C'est-à-dire qu'avec ce rapport, lui va tenir ses collaborateurs. Il va dire, si tu ne fais pas le zèle, bon, j'étais à l'œil parce que tu as un dossier. J'ai un dossier sur toi dans le tiroir. Demain, si tu ne me prouves pas ta loyauté, je sors ce dossier, je t'envoie. Donc, vous allez voir que dans le gouvernement, tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, ils vont continuer par s'agiter. Surtout que nous sommes en période électorale. Ils vont s'agiter, ils vont manifester leur loyauté, ils vont être présents sur le terrain, ils vont beaucoup bavarder, ils vont dire je suis uni 1000%. S'il faut même augmenter le pourcentage, ils vont augmenter parce qu'ils savent que leur patron les tient par ce rapport-là. Et c'est comme ça que ça fonctionne, les systèmes autoritaires. Le chef a besoin de contrôler tous ceux qui sont autour de lui, que des gens soient calmes, que ceux qui nourrissent des ambitions dans l'ombre sachent qu'il a un œil sur eux. Ce n'est pas la raison qui manquera pour le coffret. Les éléments sont là, donc les gens vont être vraiment dans les rangs. Ils vont dire, ah oui, bon, c'est bon, c'est notre champion, il est là à vie. Et donc, voilà comment le système fonctionne. Donc, on ne va arrêter personne. Remaniement, bon, ça pourra peut-être arriver un jour, on écartera ce qu'on a envie d'écarter, mais après, ils resteront à la maison pour manger l'argent. Oui, puisque parfois le chef aussi choisit ses amis. Ouais. Moi, j'avais fait même un lien par rapport à ce qui s'était passé en 2012, si j'ai encore bonne mémoire.
où vous vous rappelez de cette rocambolesque affaire d'escroquerie internationale du russisme émirati Abbas Youssef. Et à cette période-là, cet argent dont on parlait n'a aucun lien avec l'économie du Togo, ça n'a rien de direct avec le Togo, mais on a arrêté des gens. On les a mis en prison et on s'est levé un jour, un beau matin, on dit bon, ça suffit, allez rentrer chez vous. Et cette affaire-là est toujours là dans la mémoire des gens jusqu'à ce jour. Alors, à côté ici, on parle de la chose publique qui concerne directement le Togo. On ne dit rien. Et les gens vont encore fragiliser les institutions que eux-mêmes, le patron a demandé un rapport. Ce n'est pas quand même bien séant, en tout cas à mon avis. Et si des gens continuent de faire des choses, je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas la conscience quelque part qui va les gêner? Et c'est pour ça que j'avais dit, s'ils arrivent à la maison la nuit, ils arrivent à dormir tranquillement, sans gêne, et qu'ils peuvent rester à table avec leurs enfants sans vouloir se dire dans la tête que qu'est-ce que mon petit est en train de penser de moi. C'est bien. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que le Togo a pu dépenser dans cette histoire d'escroquerie internationale dans laquelle Pascal Bodiona, Alba Bertin et tous les autres ont eu des problèmes? Le Togo, on a mis toute la justice togolaise en branle, alors que c'est une affaire entre des individus. Et on a mis, on a déployé des moyens jusqu'en Grèce. On est allé là-bas, mobiliser les gens là-bas, qu'on va ramener à Alba Bertin. Les ministres ont fait des tours là-bas. On est parti voir la justice grecque. On a débloqué de l'argent. On est allé dans des missions un peu partout. L'argent public, hein, pour traquer des individus dans une affaire qui n'a pas un lien direct avec dans une affaire privée. Une affaire privée. Au point que les Bertins aujourd'hui sont en exil, ne peuvent plus rentrer au Togo, on a saisi certains de leurs biens. Mais pour des gens qui ont pris l'argent public, on ne leur dit rien. Que ce soit dans les affaires de Lomé Vogan en fouet, que ce soit tous les scandales que la presse a évoqués, on n'a jamais mis la justice en branle. On vient dire que non, que ceux qui en parlent, on va les poursuivre, que c'est de la diffamation. Voilà le Togo. C'est paradoxal. Le Togo est atypique, vraiment. En tout cas, comme le dit quelqu'un, on va déposer nos yeux pour regarder et pour voir ce qui va se passer. Voilà.